Comment tu as vécu le fait d'être une femme dans ce monde un peu dominé par les hommes? Je parle avec beaucoup de filles qui me disent je vais faire une compète, mais vu que je vais pas gagner, j'y vais pas. Si on pense comme ça, finalement, on va nulle part. Typiquement, le jour où tu as le niveau de potentiellement gagner, c'est des erreurs que tu referas jamais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, le physique aux oubliettes et on va faire de la force. Je n'aime pas travailler sans objectif. Mais les femmes, on a encore tout à faire. Il y a encore une marge de progression qui est énorme et du coup, faut pas hésiter à venir en se disant que les bases sont déjà là, le niveau est déjà là et tout. Et si on attend un jour de devenir parfait, mais en fait, on le sera jamais. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Margot Sanchez, double championne de France de street lifting. Donc c'est un honneur pour moi de faire cette interview avec toi. Dans un premier temps, Margot, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, bon déjà bonjour à tout le monde. Alors du coup moi c'est Margot, je fais du street lifting depuis, déjà le street depuis 4 ans bientôt. J'avais commencé période confinement, salle fermée, etc. Donc sur les quais Claude Bernard à Lyon pour ceux qui connaissent. Et spécialisée en street lifting depuis quasiment un petit peu plus de 2 ans. Et à côté de ça, je suis encore dans les études, moi je fais un doctorat en chimie analytique. Et puis voilà quoi. Ça... Ouais, on va revenir de toute façon sur ton parcours. En tout cas, je suis contente de faire cette interview avec toi parce qu'on se connaît depuis un petit moment. On s'est rencontrés du coup sur le quai Claude Bernard de Lyon quand j'ai commencé moi-même le street. Et puis, tu m'avais dit que tu étais OK pour faire cette petite interview. Pour nous partager donc ton parcours en tant que femme aussi dans le street workout, ton évolution de mindset aussi. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans le sport? Tu m'as déjà dit que tu as été frustrée pendant ton enfance parce que tu n'as pas pu pratiquer les sports que tu souhaitais, etc. Peut-être que tu peux nous parler de ces frustrations et comment ça a impacté ta pratique sportive après, quand tu as pu pratiquer un sport. Alors déjà, moi quand j'étais enfant, mes parents ils pouvaient pas m'inscrire au sport, que ce soit par manque de temps, c'est-à-dire qu'on me posait à l'ouverture de l'école, on récupérait à la fermeture, quoi. Et aussi ça coûtait cher à l'époque, rien que déjà je voulais pas faire les sports les plus abordables, déjà je voulais faire quoi? de la gym, je voulais faire de la gym. Bon, ou athlétisme. Et du coup, on ne pouvait pas m'inscrire, etc. Donc, j'ai jamais fait de sport de mon enfance. Jusqu'à quel âge? J'ai commencé en licence 2 ou 3, donc je devais avoir 19-20 ans. Ah ouais, avant, t'as pas du tout pratiqué le sport? J'ai jamais fait de sport, jamais. Donc, c'est quand j'ai commencé, on va dire, si j'ai commencé le sport, déjà, c'était purement physiquement. C'est qu'il faut savoir que de base, j'avais je faisais moins de 40 kilos. J'étais très très maigre, j'avais pas de problème de rapport avec la nourriture ou quoi que ce soit, juste je grossissais pas. Je mangeais énormément, je mange toujours énormément, mais je grossissais pas. Donc j'ai décidé de commencer le sport principalement pour ça, pour prendre du muscle, si c'était la seule façon qui pouvait faire que je prenne du poids. Et après est arrivée la période de Covid, donc je crois que j'ai dû faire 6-7 mois de muscu en fait. J'ai fait de la musculation à la salle, voilà, sans trop de conviction, sans trop savoir comment faire, pas de coach, rien, j'étais juste là, comme ça. Et après est arrivée période Covid, etc., les salles fermées. Et après, quand les salles ont réouvert, donc je pense que c'était année 2021, je pense, ouais. Quand ça a commencé à ouvrir 2021, donc je suis venue sur Lyon, parce qu'avant je n'étais pas sur Lyon, je suis du sud-ouest côté Toulouse. Je suis arrivée sur Lyon et je me suis inscrite dans le Fitness Park à Toulouse, pardon. Je me suis inscrite dans le Fitness Park à Lyon. Et c'est là que j'ai rencontré, on va dire, un peu les streeteux lyonnais, quoi. Donc en fait, je savais déjà faire quelques tractions de base au PDC. J'allais faire quelques tractions et c'est comme ça qu'on m'a repérée à cette salle-là en me disant tu sais faire des tractions, etc. et tout. Et c'était vers octobre 2021 et on m'a dit c'était la période où les salles devaient refermer. Donc on n'était pas en confinement, mais on était en salle refermée. Il y avait les couvre-feux, les trucs comme ça, il me semble. Fin 2020 plutôt, pas 2021, fin 2020. Ouais, c'était fin 2020. C'était début 2020. Ouais. Et donc je suis arrivée à Lyon été 2020. Et ils ont refermé les salles, etc. Donc c'était octobre 2020. On m'a dit si tu veux, t'as qu'à venir sur les quais, si tu connais, etc. J'y suis jamais allée. J'y suis pas allée. J'y suis pas jamais allée. J'y suis allée qu'à partir de janvier, en reprenant contact avec du coup la personne qui a été mon coach par la suite. Donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé janvier 2021. Moins de 0 degré, je crois qu'il neigeait le premier jour où j'y suis allée. Donc j'avais déjà fait ces petites tractions là et ça a commencé comme ça en fait. Ok, donc tu as découvert le street à travers des personnes qui sont venues te voir. C'est ça, moi j'étais à la salle, je faisais de la muscu et en fait à l'époque les tractions étaient mon échauffement.
Ça veut dire que j'arrivais. Ok, donc la meuf, jamais fait de sport, elle arrive à taper des tractions C'est ça, normales. on va dire, franchement, j'avais de la chance pour ça. Donc, j'allais à la salle pour voilà, faire de la musculation, clairement des exercices de hypertrophie, tout ce que tu veux. Et j'ai chauffé mon corps donc, avec des tractions. Donc, c'est pour ça qu'on m'a dit, bah, viens sur les quais, viens faire des tractions, etc. Et je me rappelle, mon premier jour d'entraînement, on m'a dit, bah, vas-y, j'étais sur les quais, vas-y, montre ce que tu fais. Et en fait, à l'époque, je ne m'échauffais pas, vu que les tractions étaient mon échauffement. Je ne savais même pas comment on devait s'échauffer, quoi. Donc, ça avait commencé comme ça, fait des tractions, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et t'avais combien de tractions? En fait, je crois que sur une première série, j'en avais 6-7. Et après, deuxième série, 4, troisième série, 2. Et après, j'étais morte, quoi. Aucune endurance. J'avais juste faire 2-3 tractions enfin, au début. Et après, voilà. Donc, j'avais les bases, on va dire. J'étais pas hyper clean. Enfin, je tendais pas forcément les bras. Enfin, c'était les premières tractions, quoi. Mais ça a commencé comme ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer, c'était quoi, du coup, la transition entre ton objectif de développement physique dans un pur but esthétique et le but de performance, où là, tu as voulu peut-être augmenter ton nombre de tractions, mais sans forcément penser au corps? En fait, ça arrivait très tardivement parce que cette période-là, donc janvier 2021 jusqu'à la encore ouverture des salles, c'était juin, je me rappelle très bien. C'était juin et tout ce moment-là, j'étais dedans, j'étais dans le street. J'avais mon coach, c'est embêtant de dire ça, mais mon coach qui était au final mon copain, tu vois. Ce qui fait qu'il m'a vraiment mis dedans. J'allais m'entraîner tous les jours avec lui, donc c'était aussi, on ne pouvait pas sortir, il n'y avait rien à faire. Donc en fait, je pense qu'on a quasiment tous, la plupart, commencé le street à ce moment-là, en fait. Enfin, pour ceux qui font du street ou autre sport. À cette période-là de confinement, de salles fermées, etc. Enfin, voilà. Ouais, c'est donc mon cas aussi, hein. Ouais, c'était la fac, on ne pouvait pas forcément y aller. C'était surtout du distanciel. Donc en fait, tu n'as pas de vie sociale. Donc le seul truc qui fait que je me suis vraiment accrochée à ça, c'était finalement, j'ai peut-être des prédispositions parce que je sais déjà faire des tractions. Au final, j'aimais bien ça. Ça me faisait voir des gens, l'ambiance sur les quais, c'était génial. Enfin, voilà, j'ai commencé comme ça. Puis surtout, c'était pendant la période Covid où le soir, il y avait couvre-feu. C'est ça. Et donc, pareil, moi, le seul moyen de voir des gens, c'était d'aller dans le parc de street. Ouais. Parce que, en plus, il y a certaines facs, certaines écoles qui faisaient que des cours en distanciel. Donc, c'était vraiment la période où tu sortais juste pour aller faire ton sport sur les quais. Je pense qu'il y en a certains ou certaines qui vont se reconnaître là-dedans. C'est ça, donc vraiment j'y allais pour avoir cette vie sociale, voilà. Et donc c'était ni un but de performer, ni un but de prendre du poids, parce que finalement j'étais là pour être là. Prendre du poids, bon on sait, le PDC ça muscle, mais bon, j'avais pas les mêmes résultats que j'aurais pu avoir à ce moment-là avec de la muscu. Enfin, je pensais plus à ça, honnêtement, je faisais même pas les jambes. Donc déjà, quand t'es une femme qui veut prendre du poids, et en particulier des jambes, etc., je me retrouvais qu'à faire des tractions, des dips, des pompes. Je comprenais pas ce que je faisais là, tu vois. Ok, donc du coup, finalement, t'étais motivée par quoi? T'étais juste là pour t'amuser. Franchement, honnêtement, je pense que c'était plus... Et avec ton mec, peut-être aussi. C'est ça, ça y joue, c'est les débuts d'une relation, on va dire. Donc, c'est les débuts d'une relation, tu as envie d'être avec la personne, donc tu passes du temps avec lui. Au final, tu te rends compte que tu as le potentiel d'en faire, donc tu commences à apprécier ça. Et plus ça va, plus tu as la marge de progression, où tu commences à te dire, c'est cool. Donc, c'est pas un truc de performer dès le début, mais juste d'être là, de découvrir quelque chose. De ce truc-là, j'ai jamais fait de sport. Pour une fois, on me propose d'en faire un. Je suis accompagnée, je suis avec, c'est pas comme la muscu, j'en faisais parce que j'y allais en me disant je veux grossir, mais au final, s'entraîner seule, je pense que c'était beaucoup plus l'ambiance qui fait que ça m'a fait rester, continuer de vouloir. Ouais, ça t'a motivé en fait d'être accompagnée. Mais à ce moment-là, j'avais pas forcément encore déclenché ce truc-là de street performance ou quoi que ce soit, parce que quand les salles ont réouvert, donc c'était en juin, je me rappelle parce que je crois que ça a ouvert genre le 8 ou le 9 juin, je sais plus, un truc comme ça. Et je me disais, il faut que j'ai absolument mon premier muscle-up avant que la salle elle ouvre. Ok, donc là, objectif quand même. Okay. J'avais un objectif, mais je l'avais parce que je me disais, quand les salles réouvrent, j'arrête. Je reprends la muscu, je reprends mon objectif de prendre du poids. Donc de base, c'était ça. Okay. C'était vraiment ça. C'était dès que les salles réouvrent, j'arrête, alors qu'au final, ça allait bien, quoi. Et du coup, j'ai fait les étapes différentes prog, donc mon ex-coach, mon ex aussi, tout court du coup maintenant, qui gérait mes prog, qui m'a fait faire plusieurs paliers. Donc tant que t'as pas 20 tractions, t'apprends pas le muscle-up. Typiquement, c'était le genre de... Okay. Voilà, il fallait que j'ai toutes les bases qui fait que. Et après, je crois que quand il m'a fait avoir toutes ces bases-là, en 1 ou 2 semaines, j'ai eu le muscle-up et puis voilà, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui commencent le street parce que leurs copains pratiquent
la musculation poids de corps, la calisthénie, etc. Et donc, toi, tu l'as vécu comment? T'es allé au sport pour partager quelque chose avec lui ou c'était aussi personnel Déjà, si ça peut aider, on va dire que j'avais 2-3 mois de pratique avant que ça devienne mon copain. C'est-à-dire que ça a été mes débuts de fréquentation. Donc, je veux dire, c'est là où je le voyais, en fait, où j'apprenais à le connaître finalement. Ouais. Donc, je veux dire, c'est pas forcément lui qui faisait que, mais c'est quand même lui qui m'a mis dans ce truc-là, tu vois. Je veux dire, si c'était pas lui qui m'avait dit, viens sur les quais, on peut s'entraîner, on peut faire ci, et qu'il il avait vu le potentiel en moi et que c'est lui qui m'avait pris sous la main, j'en serais pas là, tu vois. Donc, il m'a énormément poussé aussi à ce que je commence et je pense qu'il a vu un potentiel que personne n'avait forcément vu avant et je sais que c'était le premier à dire, toi, tu seras championne un jour, tu vois. Il me disait ça dès le début. Et toi, tu y croyais? Mais déjà, moi, championne de quoi? Je connaissais même pas ce que c'était une compète. Enfin, Ouais. lui, il avait des années de street derrière lui. Il avait déjà été champion de France. Il avait déjà fait plein de compétitions, même à l'international, etc. Donc, il savait ce que c'était. Moi, il m'a amené dans un monde où je connaissais pas le sport lui-même. Je connaissais pas qu'il y avait des compétitions. Je connaissais rien, tu vois. Et pendant encore des mois et des mois où je commençais à m'entraîner, c'était toujours pas une optique que j'avais. Lui, il le voyait, mais il m'en a jamais forcément parlé. Même le fait je sais qu'elle sera championne un jour, je sais que les premières personnes à qui il a dit, c'était des potes à lui et pas à moi. Donc j'ai jamais eu cette pression-là, j'ai jamais eu de je vais te prendre ce modèle, tu vas devenir ça, ça, ça. Ouais. C'était déjà, elle aime le sport que je fais, c'est bien, donc elle s'épanouit dedans, mais sans jamais me mettre dedans et tu feras ça, tu vois. Oui, t'as rien imposé non plus. Il m'a rien imposé et au final c'est quelque chose que voilà, j'ai aimé aussi, mine de rien. Je veux dire, tout le monde est assez content et fier de se dire j'ai déjà 8 tractions sans m'entraîner. Et on est content d'aller sur les quais en se disant je sais déjà faire mes petites tractions et ça fait toujours, c'est toujours valorisant, etc. Et tu as envie de t'entraîner, juste performer, le faire, s'améliorer, etc. Mais voilà, j'avais vraiment pas cette optique encore là de performer ou quoi parce que je savais pas ce que c'était les compétitions à ce moment-là. Ouais. Donc ça, c'est arrivé bien après, quoi. Et cette méthode-là où tu dois arriver à faire 20 tractions, puis après le muscle-up, t'en penses quoi? Tu l'as vécu comment? Parce que je trouve que c'est vachement réglementaire. Ouais. Et je sais pas, enfin moi c'est pas quelque chose que je pratique moi en tant que coach comme méthode. Et comment ça a fonctionné pour toi Après je pense qu'il est peut-être un peu plus vieille école aussi. Hein. Il est apparu dans les débuts du street, donc je pense qu'il avait les règles de l'ancienne école. Mais en fait moi je l'ai pas mal vécu du tout. J'étais peut-être frustrée parce que je voulais avoir mon muscle up ou voilà. Parce que je voyais des gens le faire, mais à cette époque-là, quasiment 4 ans en arrière, il n'y avait pas encore tous les réseaux, de voir autant de gens le faire et tout. Donc je pense que je n'avais pas cette envie d'être un peu comme tout le monde et savoir faire le muscle-up parce que beaucoup de gens le font, etc. Tu vois. Il y avait l'élite, entre guillemets, qui savait le faire, ou alors juste les gars que je voyais sur les quais qui savaient le faire, tu vois. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de femmes qui le faisaient, donc je n'avais pas ce truc-là de vouloir mimer ou être, faire la même chose qu'eux. Et le fait d'attendre ce palier de 20 tractions avant de pouvoir apprendre, c'est même pas avant de pouvoir apprendre comment le faire, c'est frustrant, mais en même temps, je me disais s'il fait ça, c'est qu'il sait ce qu'il fait et c'est pour la bonne cause. Enfin, ouais, t'avais confiance, les yeux fermés, quoi. On voit énormément de femmes aujourd'hui. Bon, après, tout le monde est différent et tout le monde progresse différemment. Il y a des gens qui peuvent avoir un muscle-up en n'ayant que 5 tractions. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de règles fixes, etc. Et ça sert pas. Ça se trouve, si j'avais eu que mes 15 tractions d'affilée, j'avais déjà mon muscle-up. J'avais pas forcément besoin d'attendre d'avoir les 20, tu vois. Mais c'est toujours cette base de... T'as confiance au processus, en fait. Voilà, j'avais confiance, puis mine de rien, tu prends aussi confiance en toi. Quand tu te dis, ok, j'ai validé ce palier-là, puis c'est bon, en fait, maintenant, je suis prête, ça y est, je peux y aller. Ça t'a plu le fait de valider des paliers jusqu'à ton gros objectif aussi? En fait, je préférais ça plutôt qu'avoir plusieurs objectifs à la fois, moi, personnellement. C'est vrai que j'avais ce palier-là, j'ai franchi celui-là, maintenant j'ai celui-là, plutôt que de me dire, je fais ça en parallèle. Enfin, moi, à ce moment-là, c'est comme ça que je fonctionnais, tu vois. Okay. Et en tant que... Donc là, on est encore dans ses débuts, dans cet univers du street workout et de la calisthénie. Comment tu as vécu le fait d'être une femme dans ce monde un peu dominé par les hommes, surtout à cette époque-là où il y avait peut-être moins de pratiquantes encore? En vrai, j'étais pas la première la seule femme à commencer à ce moment-là. Tu connais très bien Nel. Oui. Donc Nel qui est championne de France en endurance, en battle. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui connaissent. Nel, je t'attends en interview. Donc on a commencé quasiment en même temps, on s'est retrouvés sur les quais à la même époque. Donc en fait, on était... Puis il y avait d'autres personnes, je crois qu'il y a Estelle qui a dû arriver après, puis à cette époque-là, il y avait pas mal de filles en fait finalement. On s'est retrouvés à commencer en même temps. Bon, après il y avait énormément d'hommes, c'était quand même les soldats du quai, voilà tout.
Mais franchement, je n'ai jamais ressenti de mise à l'écart ou de différence parce que j'étais une femme. Après, je pense que le fait que j'étais accompagnée d'un des pionniers, on va dire, de l'équipe soldat, qui m'a énormément poussé, qui m'a donné ma place, entre guillemets, sur les quais et mon espace, fait que peut-être que j'ai eu plus d'avantages comparé à une fille qui viendrait toute seule et qui, voilà, je pense. Et tu venais toujours accompagnée de cette personne-là? Ouais. Ou des fois tu venais seule Sur les débuts, j'étais toujours avec lui. Ok. Ouais, ça a été très très rare les fois où je venais seule. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, du coup, Soldats du Quai, c'est une association de street workout à Lyon qui est là qui est implantée ici depuis longtemps. Donc du coup, tu as plutôt été à l'aise, même pendant tes débuts dans la street workout, et tu fais pas franchement attention au fait qu'il y ait beaucoup d'hommes et que tu n'as pas forcément ta place, ni la légitimité d'aller sur les bars. des fois, je n'osais pas, mais quand il y avait énormément d'hommes qui tournaient, surtout quand il y a des sortes de pyramides, des trucs comme ça, où les barres sont prises, des trucs, t'oses pas t'imposer, t'attends. C'est vrai que t'attends, tu n'as pas la même prestance, on va dire, entre guillemets. Et je pense que tout ça, ça a évolué, et aujourd'hui, tu t'imposes plus, du coup. Aujourd'hui, oui, c'est limite moi qui dis je passe, après toi on verra en fait. Ok. Mais bon, après maintenant on est dans une salle de sport, tout le monde me connaît, tout le monde sait que ça fait quasiment 2 ans que je suis en prépa à compète et que je m'arrête pas. Donc les gens savent que je suis tout le temps en train j'ai besoin de passer, machin, etc. Il y a eu des phases, bon, c'était des fois un peu plus compliqué. Il y a toujours il existe certains machos ou certaines personnes qui font que il en existe partout, qui font que ils ont, voilà. Je n'ai pas forcément envie de me prononcer dessus, mais c'est déjà arrivé que voilà, on ne veuille pas te laisser passer parce que voilà, y a des prioritaires, tout. Non, tu rentres dans un cercle, chacun sa place, chacun son passage. Au pire, on respecte un ordre de passage et puis ça convient très bien comme ça. Et qu'est-ce qui fait que tu as changé un peu cette vision-là, enfin cette posture-là, de j'ose pas m'imposer pendant que les mecs sont sur la barre, à c'est mon tour, je vais y aller, peu importe. En fait, je pense que mon mindset, il a vraiment débloqué quand j'ai gagné ma première compétition, ouais. Parce Ok, que encore t'as pris confiance en toi. Ouais, c'était maintenant ça fait 1 an. Mais en fait, mes premières compétitions, j'y allais, je savais pas trop pourquoi, voilà, je n'avais pas trop forcément confiance. Puis mine de rien, j'étais pas, même moi, j'étais pas confiante sur ce que je faisais, parce qu'il y a quand même énormément par exemple, de lacunes techniques, des trucs comme ça qui font que, voilà, moi, j'étais pas confiante, etc. Et du coup, j'étais pas... Quand j'allais sur un mouvement, en fait, j'appréhendais toujours. Ça, c'est par exemple des choses aujourd'hui, quand je vais faire un mouvement, je les appréhende plus. Ou alors, j'ai des petits détails techniques que je vais régler, mais j'ai tellement cette volonté maintenant de les régler que je vais me concentrer dessus, que je vais me focus. Et tous ces processus-là, cette mentalité-là, je l'avais pas avant. C'est-à-dire, je faisais des choses, on va dire plus ou moins par automatisme, parce qu'il fallait que je le fasse pour progresser, mais je réfléchissais pas à pourquoi je le faisais, à comment je le faisais. Et du coup, en fait, il y avait plein de choses où j'optimisais pas certaines choses, etc. Et du coup, souvent, j'arrivais souvent à l'échec, c'est-à-dire que je réussissais pas une série, je réussissais pas quelque chose, et j'avais pas forcément confiance en ce que je faisais, parce que je me donnais pas les moyens d'avoir confiance en moi, je pense. Je sais pas si c'est clair, mais ouais. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as gagné confiance en toi? En gagnant ta première compétition? En fait, la première compétition que j'ai faite, enfin, pas la première que j'ai faite, mais la première que j'ai gagnée, j'y allais en pensant que j'allais pas gagner. Donc, déjà, t'y vas pour... c'était ma 3e compétition, je crois. C'était ma 3e et je pensais quand même ne pas la gagner, tu vois. Okay. Donc, j'y suis allée en mode fais-toi kiffer, faut que tu réussisses. En fait, c'est même pas ça. En fait, non, je reviens dessus. C'est que c'était même pas ma 3e, c'était ma 4e compétition. Je crois que je sortais de Final Rep mondial. Donc, Final Rep monde de l'année dernière, où j'avais très, 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 très mal vécu ma compétition, que ça s'était pas hyper bien passé, que j'avais contre-perf. Et du coup, quand je suis arrivée à cette compète-là, je me suis dit, je ne vais pas gagner, par contre, il faut que je me rattrape. Donc, j'ai fait quelque chose qui n'était pas moi à l'entraînement, donc il faut que je me rattrape. Et je crois qu'entre cette compète-là et celle où j'ai gagné, j'avais une différence de plus de 20 kilos sur le total en même pas 2 mois, je crois. Et on se dirait, waouh, progression de ouf, mais en fait, non, j'ai validé le total que j'aurais dû valider 2 mois en amont. C'est juste une histoire de mindset. C'est ça, en gros, moi, c'est mon expression, j'ai chié dans la colle. Faut que je me rattrape. Et du coup, je suis arrivée à cette compète en me disant, attention, je viens pas forcément pour la première place, par contre, je viens pour valider ce que j'étais censée valider.
voire un peu plus. Objectif personnel. Donc, je suis venue... Voilà, c'est objectif quoi. personnel, pas d'objectif de la gagne, donc pas de pression pour avoir ma place sur le podium, juste fais-toi plaisir et valide ce que tu es capable de faire, en fait. Et finalement, il s'avérait que j'ai gagné comme ça. Ok, donc vraiment en te disant, je vais je vais me dépasser, je vais me faire plaisir, je vais faire ce qui est prévu, sans forcément regarder tes adversaires. Et jouer stratégie en fonction du total d'une certaine personne ou quoi. C'est ça. Ok. Après, il y a un autre truc qui joue, c'est que ça, j'en parlais avec des amis à moi qui sont athlètes et qui font le même sport, les mêmes compétitions, etc. Le sport n'est pas mon métier, entre guillemets. Ce qui fait que moi, le sport, c'est après le travail, je vais me détendre. Donc certes, j'ai énormément d'objectifs et qu'au final, comme disent mes chefs, c'est un peu mon deuxième travail, tu vois, parce que du coup, j'ai la chance d'avoir des chefs qui comprennent ce que je fais et qui me laissent un peu moduler mon emploi du temps quand je le veux pour pouvoir m'entraîner. Et du coup, certes, je mets énormément d'implication dans ce sport, mais si je ne réussis pas, je veux dire, ma carrière ne dépend pas de ça, ma carrière, je veux dire, professionnelle. Ouais, tu réussis sur d'autres choses, en fait, dans d'autres domaines. Mon image ne fait pas que je vais avoir des élèves ou des trucs comme ça, alors que ceux qui sont athlètes et coachs, ça va énormément jouer, le fait de performer, de montrer qu'on est fort, mine de rien. Un athlète qui est coach et qui va gagner une compétition, il reçoit des dizaines de DM à la suite, est-ce que tu peux me coacher ? Donc ça joue au fait que je n'ai pas cette pression-là aussi, que je viens juste pour m'amuser, pour valider ce que j'ai envie de valider, et ça joue énormément au niveau mental, quoi. Ok, donc c'est un objectif vraiment personnel, et étant donné que tu t'épanouis dans d'autres domaines, tu te délestes de cette pression-là dans ton sport, où tu fais vraiment ça pour le plaisir, et lorsque tu peux peut-être rencontrer certaines difficultés, t'en fais pas trop quelque chose de dramatique, tandis que un coach, lorsqu'il réussit pas une compétition, peut-être que ça a une plus grosse influence sur sa carrière de coach et son métier, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté que rencontrent beaucoup de coachs où leur sport, c'est toute leur vie, en fait, et ils n'ont rien d'autre à côté. Donc, du coup, ça met une énorme pression, et lorsqu'il y a une blessure ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup de choses qui s'effondrent. C'est super intéressant de trouver son équilibre entre vie pro, vie perso, qu'est-ce qu'on dissocie, et diversifier aussi ses activités, les personnes qu'on côtoie, etc., quoi. Et finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la compétition ? Alors, donc déjà, si je reviens sur la réouverture des salles, etc., je voulais abandonner tout ce projet je voulais garder le street comme avant, en fait. Je fais quelques tractions par-ci, par-là. Mais reprendre la musculation. Voilà, limite, c'était le street, c'est mon renfort, et la musculation, c'est mon sport, quoi. Puis en fait, en arrivant à la salle, c'est là où j'ai découvert le street lifting, entre guillemets, même si je continuais sur les quais, je faisais vraiment de l'endurance, du max rep. Je faisais pas vraiment de sets, surtout du max rep. Et arrivé donc à la salle, j'ai commencé en fait à faire de l'endurance lestée. Donc je continuais à faire des tractions du coup en me lestant. Et finalement, ça a pris une place de plus en plus grande dans ma prog, entre guillemets. Bon, mon coach aussi faisait il n'avait pas forcément envie de mettre de la musculation, mais petit à petit, je me suis rendu compte que même avec le street lifting, on commençait à se muscler. Ok, donc tu as vu des résultats physiques et ça t'a motivé pour continuer. Voilà, et puis surtout, j'ai commencé le squat. Donc voilà, j'ai pu enfin commencer les squats et me dire que finalement, j'arrive très bien à développer mon corps. Mais c'est des choses que... j'avais pas du tout idée avant que le street lifting ou même le street tout court pouvait muscler un athlète. Quand tu commences un sport que tu connais pas forcément, qu'on voit pas encore énormément sur les réseaux, tu sais pas forcément les physiques que peuvent avoir les personnes. C'est vrai qu'on n'a pas défini ce qui était le street lifting, parce que dans ma chaîne, moi, je parle beaucoup de figures freestyle. C'est des figures au poids du corps, mais qui sont majoritairement réalisées grâce au haut du corps. Contrairement du coup au street lifting où il y a des squats en plus d'exercices qui utilisent le haut du corps, ce qui permet de plus, on va dire, harmoniser le corps dans le cas où tu voudrais prendre de la masse. Et à cette époque-là, il y avait déjà les squats, du coup, où tu as fait les squats J'ai fait les squats parce que c'était un mouvement de muscu, entre guillemets, qui faisait travailler les jambes. Donc de base, le squat, je le faisais pour ça. Mais à ce moment-là, je pense que c'était l'une des premières années où il a été fait, je crois que c'était le FNSL, le championnat de France street lifting, je crois qu'ils ont dû commencer, je crois que c'est la première année où il y avait le squat. Ouais, parce qu'avant, c'était que traction lestée, dips lestés et muscle up lesté. Ouais. Donc haut du corps, et ils ont ajouté les squats pour que ça complète un petit peu les muscles de tout le corps, quoi.
C'est ça. Mais du coup, ce championnat de France-là n'était pas encore passé, donc on n'avait pas encore vu, etc. Mais donc voilà, j'ai commencé une prog en fait en faisant un peu de tout. Je continuais le street, en soi j'aimais ça, hein, pas non plus, voilà, j'aimais ça. Je faisais un peu de tout. Et c'est arrivé ma première compétition, donc c'était un peu plus d'un an après que j'ai commencé le street. Donc c'était une compétition organisée par les Soldats du Quai, donc à Lyon. Et c'était un système Mario Kart. Donc pour expliquer, c'était 3 épreuves par mouvement. Donc par exemple pour les tractions, il y avait une épreuve max répétition au poids du corps. Deuxième épreuve, c'était max répétition avec une charge lestée, il me semble que c'était 10 kg. Et la troisième épreuve des tractions, c'était faire un RM, donc une répétition maximale, donc pousser la charge la plus lourde sur une répétition. Donc ça, c'est purement le street lifting. Ouais. J'étais là. C'est là où l'année où il y avait plein de filles en vrai. Mais oui, et même il y avait tous les grosses têtes du street lifting qui étaient là. Ouais, Ludo, Baki, oui. ça poussait des 150 kilos en dips sur les quais, quoi. C'était vraiment, c'était franchement une super compète. Ouais. Mais de base, cette compète, je voulais pas trop la faire. Moi, je rentrais de vacances, j'étais partie 2 semaines en vacances, je m'étais pas entraînée. Je disais non, j'ai pas envie. Après, je me disais bon, c'est les soldats du quai, on va leur faire plaisir. Ouais, c'est chez nous, on à la maison, pour le plaisir. Voilà. Mais bon, quand c'est ta première compétition, que tu connais personne et tout, que tu arrives, il y avait énormément de monde à cette compétition et puis il y avait des grosses têtes, quoi. Ouais. Mais à ce moment-là, pour te dire à quel point j'étais tellement pas là-dedans, je ne savais même pas qui étaient les grosses têtes. Ça veut dire qu'il y avait des gens du street qui étaient hyper connus, des Baki, des Ludo et tout. Aussi. Je ne savais même pas qui ils étaient. Et toi, tu es avec eux et des fois, on te dit je me rappelle, ta première compétition, c'était là. Ah bon? Et en fait, j'étais encore là par hasard, on va dire, juste parce qu'il y avait l'événement à ce moment-là et tout. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que sur le mouvement, on va dire, de répétition maximale à une seule répétition, du coup, je me débrouillais plutôt pas mal. T'avais du potentiel. J'avais du potentiel. Donc, je me suis dit, ok, en fait, finalement, ok, c'est cool. Et ça t'a plu? Ça m'a plu et j'ai même senti ce truc de, putain, je suis frustrée, pardon, oups, je suis frustrée parce qu'en fait, j'ai fini, par exemple, sur la traction première égalité avec Axel, qui est passé par le statique aussi avant, hein, ouais. Avec Axel, qui maintenant est double championne de France en streetlifting aussi. Après décision, Axel était première et là je me suis dit, punaise, en fait, j'aime la compète et j'aime pas forcément me perdre à ce moment-là, tu vois. Okay. Et là je me suis dit, en fait, finalement, la compète, pourquoi pas, tu vois, ça me plaît bien. T'as eu ce déclic parce que c'est vrai que tu y allais en mode, c'est juste pour le plaisir, c'est à la maison, on va y aller. Et puis finalement, ça t'a frustré d'être deuxième au lieu de première alors que tu savais que t'avais le potentiel, quoi. Et du coup, t'as voulu prendre ta revanche, comment ça s'est passé après? Ouais, du coup, donc après cette compétition-là, en fait, déjà, elle avait eu lieu vers juin 2022. Donc, il y avait déjà eu le premier championnat de France streetlifting 2021. Et c'est là où je me suis dit, j'ai peut-être un petit peu de potentiel, etc. Pourquoi pas tester? Donc, c'était juin, et après il y a eu l'été, les vacances, tout ça. Toujours pas pro, la meuf, elle y va, full talent. Et à ce moment-là, il y a eu Final Rep, du coup, c'était un mondial 2022. Donc là, c'est l'époque de RB Tepo, donc Pauline Robert, qui du coup est championne du monde. Il me semble que Ashura était championne du monde, Baki, les Français qui font braquage et qui remportent tous les titres mondiaux de streetlifting. Et ils annoncent que 2 mois après, il y a les championnats de France, donc streetlifting. Et donc là, je me dis, écoute, cette compétition, je l'ai regardée, ça m'a hypé de ouf. Je me suis dit, en fait, la dernière compétition, j'avais kiffé la compète. J'ai envie de me tester, etc. Donc, j'ai fait ma toute première compète purement streetlifting en 2022. Donc, à l'époque, j'étais en KT moins de 63. Parce qu'en fait, je faisais un peu plus de 60 kilos. Et grâce à cette prog muscu, hypertrophie, prendre du muscle, en fait. C'était quand, cette prog, dans un but d'hypertrophie? C'était toujours quand les salles ont réouvertes, je fais du sport, mais toujours pour prendre. Je continue les deux, mais je fais énormément de lesté, de volume lesté, de traction, etc., de mouvements street en lesté, en volume, ce qui fait que j'ai pris beaucoup de poids. Je me suis musclée à ce moment-là, je montais à plus de 60. En fait, tu as utilisé le poids de corps et le poids de corps lesté pour prendre du muscle, parce que c'était ton objectif initial. Et j'étais pas encore dans ce truc de streetlifting force pure. Ok. Et quand j'ai commencé à vouloir faire cette compète et que je me suis mis dans la force pure, donc là j'ai arrêté tout ce qui était volume, etc., renfort à foison et tout, finalement j'ai perdu du poids.
Donc, Mais je me souviens, Margot, parce Mais que tu oui. disais, ouais, je fais plus de hip thrust, du coup, je perds des jambes Des et trucs tout, tout quoi. bêtes. En fait, non, mais vraiment, je faisais énormément de renfo jambes. Mais et ouais, j'ai je me arrêté le souviens. hip thrust, j'avais arrêté plein de trucs et je faisais plus de renfo utiles pour la force, en fait, venir gainer mes lombaires, faire des trucs tout bêtes. Et du coup, j'ai perdu. Je me rappelle, je m'étais inscrite dans cette KT moins de 63 parce que mon poids de corps était 61 kilos. Et je me suis pesée le jour J à 57,2 parce que l'espace de 2 mois, j'avais séché, fondu et mentalement, c'était dur à ce moment-là parce que c'était pas un objectif de base. Et moi, j'étais toujours dans mon physique. Putain, c'est Et dingue, hein. ouais, et je me rappelle, j'avais dû, seule chose que personne ne fait, manger avant la pesée, me peser avec mon jogging, parce que sinon, j'étais pas au poids, j'étais dans la cata en dessous, quoi. Mais du coup, ça fait quoi si t'es dans la catégorie T'es en dessous? disqualifié, en fait. Il faut vraiment rentrer ah ouais. dans le créneau. Donc, c'est moins de 57, moins de 63, et j'étais juste un peu au-dessus des moins de 57, donc il fallait vraiment que je sois juste 200 grammes au-dessus, quoi. Et j'étais à 57,2, c'est tout ce qu'il fallait pour choisir ma caté. Et donc là, je me suis dit, bon, déjà, je suis dans la mauvaise caté. En fait, en théorie, si par exemple, tu fais un 59-60 kilos, ben, tu fais un cut dos, on va dire, juste avant pour descendre à moins de 57. Et voilà, il faut remplir ta caté. Plus t'es lourd, plus c'est avantageux? Ben, en fait, c'est ça, c'est que moi, en étant à 57 kilos, dans une caté moins de 63, je me bats face à des personnes qui font 60 kilos, voire 63 ou plus kilos, et qui potentiellement ont 5 kilos de muscles de plus que moi. Ouais, des muscles qui servent à porter plus lourd, quoi. Donc en théorie, tu vas dans la caté que tu remplis. Okay. Donc à 57 kilos, j'étais censée être en moins de 57 et remplir la caté, quoi. Parce que du coup, nous, en freestyle, plus t'es léger, plus c'est avantageux. Non. Ok. C'est vraiment pas. Normalement, les catés les plus lourdes sont les plus fortes. Après, il y a une espèce de... Voilà, les catés plus légères sont les moins fortes. Et on va dire, c'est les catés milieux qui sont vraiment fortes. Que ce soit hommes et femmes, ça va être chez les femmes les 57-63 et chez les hommes les 73-80 qui sont souvent... donc plutôt 80-87. Du coup, tu t'es retrouvée dans la mauvaise caté. Du coup, au final, mon poids qui a baissé entre-temps, trop tard, j'étais déjà inscrite. J'arrivais à la compète, il fallait que je mange des trucs avant. Enfin bref, j'ai fait ma première compétition, j'avais fini deuxième. Bon, après, on était 4 dans la KT, c'était le début du street lifting, on n'était pas énormément, on était 4. Bon, c'est déjà bien de finir deuxième. Compétition nationale. Voilà, c'était les tout débuts, donc c'est déjà bien de finir deuxième. Bon, voilà, plein de no-reps. Des no-reps, c'est des essais qui sont pas validés. J'écoute pas les ordres, j'écoute pas... C'est un peu tes premiers pas dans voilà, le professionnel. C'est ça, le début, il faut toujours attendre quand on te dit start, quand on te dit de redescendre. Il faut tellement de choses à valider que la plupart de mes essais, ils sont pas validés parce que j'ai pas écouté. Voilà, donc c'était vraiment le début, quoi. Ouais, donc t'as appris. Est-ce que tu l'as mal pris, le fait que t'aies eu beaucoup d'échecs? Comment tu l'as pris, en fait, ça En fait, j'étais contente de ce que j'avais fait parce que pareil, j'y suis allée en sachant que j'allais pas gagner, je savais face à qui j'étais. Ok, c'est particulier ça comme ouais, mindset. Hein. Celle qui était là, qui a fini première, donc c'est Inès, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Voilà, bon, tu savais déjà qu'elle avait gagné depuis, voilà. Donc c'est impossible de la battre. Voilà, tu y vas juste pour refaire tes premiers pas en fait, parce que ça c'est des choses que j'encourage énormément. Je parle avec beaucoup de filles qui me disent je vais faire une compète, mais vu que je vais pas gagner, j'y vais pas. Et ça, je trouve ça tellement dommage parce que si on pense comme ça, finalement, on va nulle part. Et alors que c'est tellement formateur de faire une première compétition parce que typiquement, le jour où tu as le niveau de potentiellement gagner, c'est des erreurs que tu ne referas jamais. L'année d'après, je suis revenue à cette compète dans la bonne caté, je suis venue en moins de 57. Finalement, j'ai fait 12 sur 12, donc 12 essais validés sur 12 et j'ai gagné. Mais il y a des erreurs que je n'ai pas reproduites parce que j'avais déjà une expérience dans cette compétition, quoi. Ouais, et ça t'a formé, t'as appris. Est-ce que sur le coup, tu t'en es rendu compte ou c'est après, tu t'es dit « Ah, c'était vachement utile, quoi ». C'est après. Donc, sur le moment, franchement... T'es deg non, parce que en soi... j'étais contente d'être deuxième, j'étais contente de ce que j'avais fait, enfin voilà. Et puis c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais vraiment ça parce que mine de rien, depuis tout à l'heure, je fais que te dire oui, j'étais là comme ça, là, je vais m'entraîner, j'avais pas envie de faire la compète et tout. Ouais. Mais c'est vraiment la première compétition qui a fait que en fait, j'aimais trop ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, le physique aux oubliettes et on va faire de la force. Ok. Donc, et est-ce que du coup, ça t'est arrivé là, au cours de ta carrière, d'arriver sur la compétition en te disant bon là je vais gagner, je vais pas pour rigoler. Parce que là, jusque maintenant, là, dans ton récit, c'était plus en mode j'y vais pour le plaisir, on verra ce que ça donne. C'est ça. Voilà, on va dire que mon premier championnat de France, c'était juste pour me tester. Le deuxième, je pensais vraiment pas gagner. Au final, j'ai gagné. Donc pareil, la même mindset. Donc là, c'était ma première gagne. J'étais allée en mode je veux juste faire ce que j'ai à faire. C'était là où je te disais, je sors des mondiaux où c'est très très mal passé.
Donc ça, c'était il y a un an. Je suis allée faire Final Rep Monde il y a un an. Je suis partie complètement seule au fin fond de l'Allemagne. Donc sans soutien, sans coach, sans personne que je connaissais. Parce que j'avais beau faire du street, je ne connaissais pas du tout la communauté. Enfin, la plupart sont parisiens, mine de rien, surtout le street lifting. La plupart sont tous à Paris, s'entraînent tous dans la même salle. Et du coup, tu arrives, tu connais personne. J'avais très très mal vécu ma compète. J'avais pas fait ce que je voulais faire. Donc là est venu 2 mois après mon deuxième championnat de France que j'ai gagné parce qu'au final, j'y suis allée pour prendre ma revanche face à moi-même en fait. C'était, j'ai pas validé ce que je devais faire, j'y retourne, maintenant j'ai validé ce que je voulais faire et ça m'a permis de gagner. Donc là, qui débloque tout, donc je prends confiance en moi. Quand je vais à l'entraînement, voilà, tout est différent et c'est aussi à ce moment-là où j'ai changé de coach aussi. Donc, Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer de coach? alors bon, mon coach avec qui j'ai commencé, du coup, ça faisait un bon moment que j'étais avec lui, qui avait été mon copain, etc. On s'est séparés par la suite, on était toujours en bons termes, il n'y avait pas de problème, mais en fait, ça venait compliqué à la fin, même au milieu, en fait, ça venait compliqué quand on est coaché, ça dépend des personnes, je pense, mais moi, mon cas, être coaché par mon copain ou un ex après à la suite, en fait, j'avais du mal à accepter, on va dire, l'autorité, entre guillemets, même si un coach n'est pas autoritaire, mais juste de ceci, c'est pas bien, fais ci, fais ça. En fait, quand ça vient de la personne avec qui tu partages ta vie, finalement, c'est... partagé ta vie. Ouais, alors, donc là, encore plus compliqué. Ouais. T'as pas envie d'écouter, t'as pas envie de l'accepter. Bah ouais. Donc, en fait, c'est lui qui m'a tout appris, c'est lui qui m'a amené jusqu'à ma première victoire. Et en vrai, je suis reconnaissante parce que c'est lui qui m'a mis là-dedans, qui m'a soutenue jusqu'au bout et qui m'a fait gagner ma première compétition. Donc, mine de rien, il m'a amené au niveau que j'avais, au niveau que j'avais à ce moment-là. Mais après, d'un point de vue relationnel, ça devenait trop compliqué. Il y avait des moments où j'allais même pas à l'entraînement parce que il se passait des choses qui faisaient que j'avais même pas envie d'y aller et tout. Et j'avais besoin d'avoir un coach complètement décorrélé de ma vie personnelle et qui est là que pour ça. C'est que de base, je fais du sport pour ne plus penser, on va dire, au travail. Il faut que la même chose que le sport ne me fasse pas penser à ma vie personnelle et sentimentale, tu vois. Ouais. Encore une fois, on dissocie certaines choses, la vie pro, la vie perso, la vie sentimentale, de la vie sportive, quoi. Donc c'était il y a un an maintenant que j'avais gagné ma première compétition, que j'ai arrêté le coaching avec lui. Et est-ce que c'était purement parce que c'était relationnel ou dans la méthodologie, c'était plus la bonne Après, pour avoir testé deux façons différentes, maintenant que je peux en parler, là, ça fait quasiment un an que je suis avec mon coach actuel. J'ai testé 2 façons différentes qui n'ont rien à voir. On va dire qu'avec mon ancien coach, du coup, je travaillais vraiment quasiment tout le temps à l'échec. C'est-à-dire qu'à chaque séance, j'allais toujours à l'échec. Et finalement, ça a fonctionné sur moi. J'avais pas de fatigue particulière ou quoi. Alors qu'avec mon nouveau coach, on va dire que c'est progressif. On va chercher des RPE élevés, des RPE, un ressenti à l'entraînement compliqué tardivement dans nos semaines de programme. Et les deux fonctionnent très très bien. Donc, c'est vraiment l'ancienne école et la nouvelle génération un peu. Surtout que mon coach actuel, il est powerlifter lui, donc voilà. Ouais. Et il a les bases du powerlifting, mais en même temps de base c'est un streetlifter depuis des années. Il a commencé par le streetlifting, c'est un peu par le street tout court. C'est un peu lui qui a introduit, c'est lui qui a introduit le streetlifting, on va dire en France. Et aujourd'hui, il fait du powerlifting, donc il a différentes manières de voir le sport, de coacher les sports de force en général, que ce soit street ou power. Et donc les deux façons ont fonctionné, mais mine de rien, j'ai changé par le fait que relationnellement c'était compliqué, mais parce que ça faisait 3 ans que j'étais coachée par la même personne et qu'à un moment donné, quand tu vois que tu commences à avoir un niveau national, ce serait peut-être bien de voir autre chose et voir si on peut encore chercher plus loin ailleurs, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai changé et que je voulais voir ce qui se passait ailleurs et si ça pouvait me faire évoluer encore plus, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Le coaching avec ton ancien coach et avec ton nouveau coach. Déjà ça m'a apporté, je pense, beaucoup plus de discipline et de rigueur que j'avais pas avant. Ce truc-là de je vais pas m'entraîner parce qu'il s'est passé ci. En fait, avant, j'avais pas de rigueur. Si je veux rater un entraînement, c'était pas grave. Depuis que, mine de rien aussi, depuis que je paye un coach, parce qu'avant je le payais pas forcément. Voilà. Depuis que je paye un coach, que j'ai un suivi journalier à vraiment rendre, etc. Tout de suite, t'as la rigueur en fait. T'as la rigueur, t'as pas envie de rater une séance, t'as pas envie puis t'as envie de prouver, tu vois, t'as envie de montrer. En plus, je venais du coup là de gagner, donc en fait là j'étais dans le sens où je viens de gagner,
j'ai peut-être un titre à aller rechercher l'année d'après. Donc voilà, maintenant, il ne faut plus jouer, je suis rentrée dans la cour des grands, quoi. Ok, donc là, il y a eu vraiment une grosse Il y a eu une transition transition. entre la Margot qui fait ça pour le plaisir, Ouais. on verra si ça passe ou si ça casse. C'est ça. Là, c'est vrai objectif, on fait les choses rigoureusement. Ouais. Puis il y a eu des petits trucs aussi, c'est que quand j'ai gagné ma première compétition, on m'a dit, j'avais un peu gagné par hasard, quoi. Ah là, ça s'est pas passé? En fait, j'avais un très bon niveau, il n'y a vraiment pas de problème, mais vu que j'étais pas censée gagner, il y a eu ce truc de c'est parce que l'autre a perdu que Margot a gagné. Ouais. Et ça, c'est pas cool. Oh là là, j'aurais tellement mal pris à ta place. Ça, c'est pas cool. Et du coup, est arrivé les deuxièmes championnats de France. Donc, en fait, normalement, c'est une fois par an en fin d'année, donc en décembre. Donc, j'ai gagné celle de décembre 2023 et ils ont avancé les championnats de France 2024, donc cette année, en juin. Parce que ces championnats de France-là ont servi de qualification pour les Europes qui ont eu lieu il n'y a même pas un mois. Et donc là, j'avais déjà mon premier titre et j'avais commencé avec mon nouveau coach et je lui ai dit, t'as 4 mois. Donc là, c'était mon titre, soit je le garde que 6 mois, soit il faut que je le reprenne parce que voilà, je viens de gagner, c'est cool, mais voilà, j'aimerais bien reprendre mon titre. Oui, pour prouver en fait que tu méritais cette place, quoi. En soi, oui, mais en même temps, j'ai toujours ce truc-là de le sport, c'est pas ma vie. Donc au pire, si les gens pensent ça, c'est pas grave. Du coup, je pense que ça, c'est hyper inspirant. Hein. J'ai une double mentalité qui fait que si j'y vais, que je gagne pas, mais c'est pas grave. Moi, le lendemain, je retourne au travail. Ouais. Je vais, tu sais, en fait, même dans mon travail, je pense, je suis en doctorat, donc j'ai énormément de choses aussi à valider, en fait. C'est le truc en doctorat, en fait, on doit écrire des articles, on doit publier des articles, et en fait, c'est d'autres objectifs de vie qui font que j'ai autre chose sur quoi me focus, d'autres choses qui me motivent et qui font que voilà, j'ai d'autres objectifs à valider dans ma vie. Tu perds pas toute ta vie, en fait, si t'as pas le titre. En fait. Moi, le sport m'apporte ce dont j'ai besoin post-travail, post-journée. En fait, je vais m'entraîner, je me libère l'esprit, etc. Ça m'apporte tout ce dont j'ai besoin. La compétition, c'est un plus. C'est mine de rien, j'adore la compétition, faut pas se mentir, là, j'aime ça. Mais et heureusement, sinon je le ferais pas si je vivais mal mes compétitions. Et en fait, c'est là qu'arrivé mon deuxième championnat de France, ça a été la meilleure compétition que j'ai jamais faite. C'est que j'étais avec tous mes amis, la plupart sont montés me voir. J'étais dans un mood, une mentale. En fait, c'était même pas le truc de j'ai envie de gagner les performances, c'est punaise, qu'est-ce que je kiffe ma journée. Tous mes potes sont venus, tous mes potes me soutiennent, je suis en forme. Et à ce moment-là, j'avais oublié ce truc de je suis là par hasard et tout. Mais mine de rien, vu que j'ai gagné à ce moment-là aussi, je me suis dit, mais punaise, regardez, je suis pas là pour hasard. Ouais, ok. Donc en fait, tu étais entourée de choses positives, sans te faire envahir par le stress, le mauvais stress qui est de « Oula, si je perds mon titre, qu'est-ce qu'on va dire ? Oula, si je perds mon titre, je perds beaucoup de choses. Non, j'ai toujours mon travail à côté, c'est pas dramatique. Ouais. » Et en fait, je pense que c'est hyper inspirant parce qu'il y a certaines personnes qui se mettent trop de pression, mais au final, si t'as pas la place, c'est pas grave en fait. Oui, c'est ce qui Et ça, c'est vraiment là, une technique de préparation mentale, de dédramatiser la chose et de se dire en fait, si je perds, c'est pas si grave que ça. Donc, et le fait de ne plus avoir cette pression-là, tu vas plus performer parce que tu vas pas penser au côté négatif. C'est ça. Et je kiffais que la journée, etc. Et en fait, j'étais juste là pour valider mes perfs. J'ai fait que des perfs. J'ai fait une compète mais incroyable. Et du coup, c'est là où, maintenant j'ai tout ce recul-là où je peux t'en parler, c'est qu'après, du coup, j'ai été qualifiée pour les Europes suite à ces championnats de France. Et par contre, au championnat de France, au championnat d'Europe, pardon, j'étais dans la liste des qualifiés, placée en deuxième position. Donc on va dire que j'étais la principale rivale de celle qui est championne du monde depuis l'année dernière et qui est considérée comme la meilleure athlète, etc. Et cette compète-là qui a eu lieu il y a un mois, donc c'était les Europes, j'y suis allée avec trop de pression, justement. Cette pression-là de me dire, s'il y a... La plupart des gens de mon entourage me le disaient, hein, s'il y a une personne qui peut prendre cette athlète, c'est toi. Donc en gros, j'avais cette pression de je peux gagner, je peux gagner, je peux gagner. Et je suis allée à cette compète en me disant je peux gagner, je peux gagner. Et au final, j'ai fait une compète de merde. J'ai fait une compète de merde parce que déjà, j'étais pas dedans mentalement, mais alors vraiment pas. Je suis arrivée là-bas en fait en étant en forme sur le haut du corps, le haut du corps, le tirage. Voilà, je suis arrivée là-bas en étant en forme sur le tirage, donc j'ai... Donc les tractions. Traction et muscle-up, les deux se sont très bien passés, mais même si ça s'est très bien passé et que j'étais en forme, j'ai pas validé ce que je voulais faire. Donc bam, coup mental. Et après ces 2 premiers mouvements-là, je me suis dit ok, j'ai pas validé ce que je voulais faire de base.
Donc, en fait, petit à petit, je recule des objectifs que j'ai. Donc, petit à petit, je recule de la place que je suis censée avoir. Et à partir de ce moment-là, j'ai déconnecté. J'ai déconnecté et suite de la compétition, déjà j'étais pas en forme sur le push parce que ma fin de prépa a été un peu trop intense à ce niveau-là, donc les dips et le squat, beaucoup trop intense à ce niveau-là, donc pas en forme du tout. Quand tu te rends compte que t'es pas en forme et que déjà ce qui s'est passé avant c'était pas ça, Ouais, alors que c'était ton point fort. Là, mentalement tu commences à abandonner et sur le dernier mouvement, bon, il s'est passé des petites dingueries qui font que voilà, les juges ne m'ont pas validé mes 2 premiers essais en squat, sachant que si j'ai 3 essais invalidés sur 3, t'es disqualifié. Donc en fait, j'ai pris un gros coup mentalement cette compétition-là. Et donc sur le moment, j'ai juste lâché l'affaire et j'avais pas justement assez cette mentale de t'es là pour gagner, t'es là pour prouver, t'es là pour machin, et qui fait que j'ai direct abandonné en fait. J'étais pas assez forte mentalement à ce moment-là. Ouais. J'ai direct abandonné. Ok, en fait... J'ai vu que j'avais pas ce qu'il fallait, j'ai vu que j'avais pas ce truc de j'ai validé ce qu'il fallait, machin, etc., que j'ai direct abandonné en fait. Et qu'est-ce qui a différencié en fait par rapport à tes compétitions où tu te sentais hyper confiante et où tu prenais du plaisir? J'étais seule, J'avais un pote à moi et je le remercie d'être venu, mais j'étais seule. J'étais pas du tout dans des bonnes conditions. Il y a eu plein de petits trucs sur le setup qui ont fait que je me disais punaise. Par exemple, truc tout bête, j'ai une asymétrie sur une épaule comparée à l'autre, ce qui fait que sur un mouvement comme le dips, il y a une épaule qui va être plus basse que l'autre, mais celle qui est pas assez basse, elle peut être considérée comme no rep, donc non valide, pas assez basse. Et en fait, la caméra, donc la VAR, pour vérifier l'angle de vue était de ce côté-là. Ils avaient mis 2 juges de ce côté-là contre un seul du bon côté. Et du coup, en fait, je me suis dit, donc arrivé sur le push, en fait, de 1, je suis pas en forme, de 2, je vais me faire avoir, parce que cette asymétrie-là, je le sais depuis tellement longtemps, mais je la règle pas non plus pour autant, mais je sais qu'elle va me mettre dans le mal. Et en fait, tous ces trucs-là font que je me disais, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Et quand dans ta tête, tu te dis, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, négatif, ça devient vraiment foutu, en fait. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ouais, par rapport à la compète des championnats de France, où c'était que du positif. Ouais. Ok. Donc là, je me suis dit, c'est foutu, mais il y a des gens autour de moi à qui j'ai demandé, est-ce que je suis dans le déni ou pas d'avoir perdu? Parce que ça me faisait rien. Parce que mine de rien, certes, je te dis, voilà, c'est pas ma vie, etc. et tout, mais est-ce que c'est pas normal d'avoir perdu et d'en avoir rien à faire en fait? Ah, t'en avais rien à faire? J'étais hyper dégoûtée de ne pas avoir validé ce que je faisais, ouais. Mais j'étais pas déçue d'avoir perdu et de pas avoir pas forcément gagné, parce qu'au final je suis même pas montée sur le podium, tu vois. Ouais, alors je visais la 2e place. Alors je visais minimum la deuxième, voilà, minimum la 2e. Et en fait j'étais pas déçue et je suis revenue à ma vie normale comme si de rien n'était. Je suis retournée à l'entraînement avec de nouveaux objectifs et en fait on me disait mais pourquoi t'es pas déçue? Pourquoi il y a pas ce truc là où en fait moi, ce que je considère, c'est que je trouve qu'en compétition, j'ai un mental de chips, entre guillemets. C'est-à-dire que si j'ai pas tout qui fait que je suis dans de bonnes conditions, tous mes amis, tout machin, si j'ai pas tout ça, je suis nulle. Enfin, je suis nulle. Oui, t'es vachement influencée, en fait. Voilà, par mon entourage proche. Ouais, et par les conditions mon confort, de la compétition, en fait. Ouais. Et même par comment tu te sens aussi, parce que tu disais que t'étais plutôt fatiguée sur certains mouvements et que t'as écouté cette faiblesse, alors que certains mentals de d'autres athlètes font qu'ils savent qu'ils ne sont pas au top de leur forme, mais qu'ils arrivent à surmonter ça et à se dire « Ok, c'est pas grave, je vais quand même tout En fait, voilà, c'est moi, au lieu de me dire « J'ai validé ça à l'entraînement, je le revalide », je me dis aujourd'hui, je ne suis pas en forme, donc je ne pourrai jamais faire ce que j'ai à l'entraînement. Et c'est une mentale qu'il ne faut pas du tout avoir, mais que j'ai eu et que je me suis mis en tête toute ma compète et qui fait qu'au final, oui, tu t'es dit ça, donc tu fais ça, et du coup, tu fais moins bien qu'à l'entraînement. Ouais. Et donc, ça, tu l'as découvert du coup sur cette compétition. Ouais, et du coup, ça, c'est des choses que je sais que maintenant, il faut que j'arrête, qu'il faut que je travaille. Donc, vous voyez l'intérêt de ce fail en compétition, c'est qu'on apprend énormément. En fait, il faut passer par là, et du coup, tu es là, tout le monde t'attend, et au final, même la gagnante est venue me voir, elle me dit c'est de toi dont j'avais peur. Oui, au final, regarde où je suis 4e, j'étais loin de voler ta place, tu vois. Et, comme quoi, il y a des choses qui se passent aussi dans la tête des adversaires et tout. Et donc, toi, tu arrives, et en fait, je suis déçue de la mentale que j'ai là, mais en fait, je suis déçue de pas du fond, c'est-à-dire de la finalité. Je suis pas déçue de ça, mais je suis déçue de tout ce qui s'est passé et du fait que j'en suis arrivée là, en fait. Du fait que je me suis pas mise dedans, que franchement, mon pote qui était là avec moi, il me disait mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je te remette dedans? Je lui disais mais là, il y a rien, je suis pas dans ma compète. J'ai abandonné au moment où j'ai vu que j'avais pas validé ce que je voulais. J'ai eu un mental de chips complètement. Et du coup, tu t'es dit, c'est sur ça que tu vas travailler dans le futur En fait, là, ouais, c'est ça. Et surtout,
faut plus que je laisse la place au doute, quoi. C'est typiquement ce que je te parlais sur mon asymétrie d'épaule. Je suis retournée à l'entraînement, ça c'est terminé. Ouais. Déjà maintenant, c'est des trucs tout bêtes. Je vais filmer que du côté qui est pas bon. Ok. Je vais travailler sur ça, forcer ça. Travailler sur vos points faibles. C'est ça. Il y a trop de personnes qui me disent non mais je suis à l'aise comme ça, ou c'est pas grave si je suis pas à l'aise comme ça. Mais non en fait, il faut que tu travailles sur tes points faibles pour pas laisser place au doute. Je dis ça, mais parce que moi aussi ça m'est arrivé en compétition de me dire ouais j'ai la deuxième place, j'aurais pu avoir la première place, mais la prochaine fois juste ne laisse pas place au doute. Tu sais sur quoi travailler, tu ne l'as pas fait. Moi en l'occurrence c'est l'agilité. Et je ne l'ai pas assez travaillé, je me suis confortée sur mes points forts, la force statique, etc. Et au final, l'autre personne m'a battue sur mon point faible qui était l'agilité, quoi. Et même encore avec ça, je n'étais pas trop d'accord avec le jugement, mais juste la prochaine fois, tu travailles sur ça et là, tu vas lui montrer que tu peux avoir la première place, quoi. C'est ça. En fait, il ne faut pas laisser du doute, que ce soit à toi, à ta personne même, mais au juge en face, tu vois. C'est que à l'entraînement, moi, sur les squats, par exemple, je descendais jamais assez bas. Mon coach me le disait, je me disais, oui, mais c'est bon, tu sais qu'à la compétition, je suis toujours rep. Oh la grave erreur. Tu vois, vu que je venais de faire 2 compétitions où tous mes essais étaient validés, tu te dis, bon, ok, le jour J, lui, il me fait confiance, il vient juste de, tu vois, il me fait confiance, il dit, ok, c'est vrai que le jour J, elle est là, elle performe et elle laisse pas place au doute. Et encore, des fois, c'est un peu bancal, mais ça passe, tu vois, c'est juste. Mais quand tu te dis ça et que toi-même, tu y vas en disant, le jour J, c'est bon, et quand tu vois que le jour J, voilà, les juges, ils sont tous du même côté, pas de chance pour toi, c'est le mauvais, tu vois. Tu fais comment maintenant? Et là, tu te dis, bon, non, c'est plus de doute à moi. Déjà, il ne faut pas que je me dise, ah oui, sur un malentendu, ça passe. Et voilà, maintenant, il n'y a plus de doute. D'être certaine. Tu bosses tes points faibles et la prochaine fois, quand tu viens, tu auras cette confiance-là de te dire, maintenant, j'ai validé ça l'entraînement, je sais que je suis 100% validée parce que mon mouvement est parfait. Maintenant, c'est bon. Et tu as senti aussi que tu avais des faiblesses, entre guillemets, sur ton mindset. Chose que tu n'as jamais vécue auparavant parce que pour plein de raisons, des facteurs, on va dire, extérieurs et internes qui t'ont mis dans une motivation et un mood positif. Et est-ce que, du coup, tu vois maintenant l'impact de la préparation mentale en tant qu'athlète sur tes performances, sur ce que ça va donner le jour de la compétition et que tu vas travailler là-dessus? En fait, c'est ça, c'est l'évolution. C'est au début, je m'en fous un peu de la compète, je suis là juste pour voir. C'est le début. Ouais. Après, je gagne par hasard, entre guillemets. Après, je gagne parce que je kiffe de ouf ce que je fais. Et je sais que voilà, en parlant avec mes potes, on me disait, mais toi, tu as de la chance parce que voilà, comme le sport, c'est pas ta vie, tu donnes pas la même importance, tu ne mets pas la même pression, etc. Mais en fait, mine de rien, cette pression, elle peut être mauvaise pour certains parce que ça va leur faire, on va dire, des erreurs, etc. parce qu'ils se mettent trop de pression. Mais quand tu n'en as pas du tout, et que c'est néfaste aussi. C'est néfaste aussi parce qu'en fait, je sais pas comment me motiver seule et comment me mettre dans ma tête. Punaise, mais là, faut que t'envoies, t'es en train de faire. C'est pas bon ce que tu fais, tu vois. Non, j'ai abandonné. Je me suis dit, bon, voilà. C'est pas ma journée, c'est pas ma compète, c'est pas grave, et il y en aura d'autres. Et c'est ce qui s'est passé dans ma tête. J'avais aucun mental parce que je me suis jamais préparée à ça mentalement. Je sors de 2 épreuves qui se sont très bien passées, de 2 compétitions qui sont très bien passées, où j'étais toujours entourée de mes proches, dans des bonnes conditions, où je me dis, en fait, je me mets pas la pression, punaise, ça marche trop bien. J'allais à la compète, on me mettait à les derniers championnats d'Europe, on me disait, ok, tu peux avoir ta place, mais moi, je me disais pas ça non plus. Donc c'est arriver là-bas, tu sais pas quoi dire pour te dire, il faut que tu aies cette place-là. Parce que tu penses pas comme ça. Ouais, mais c'est inspirant parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont l'exact opposé de toi, qui vont justement pas en compétition parce que ils se mettent la pression de vouloir gagner à tout prix. On a commencé à l'aborder tout à l'heure. Et alors que toi, nous, au contraire, pendant tes débuts, tu t'es dit, ok, je vais y aller parce que pour le plaisir, pour la découverte. En fait, je n'aime pas travailler sans objectif. Ouais, okay. Et sans finalisation. Donc ça vient peut-être de mon métier aussi à côté qui est très comme ça. Mais c'est-à-dire que si je commence quelque chose, donc avant quand je faisais juste le sport pour je regardais que mon physique. Maintenant, ok, j'ai décidé de travailler pour les perfs. Ok, mais quand est-ce que je concrétise mes perfs? C'est bien beau, je fais ça, ok, je valide ça à l'entraînement, mais quand est-ce que je montre ce que je sais faire? Pourquoi voilà. Et si j'ai pas d'échéance,
ben, c'est comme ça qui fait que c'est pas grave si je fais pas cette séance-là, c'est pas grave si je vais pas à l'entraînement là. Et en fait, le fait d'avoir une rigueur dans j'ai une compète là, j'ai une compète là. C'est le fait d'avoir un objectif qui te pousse, qui te motive, Voilà, qui te permet d'avoir la Ouais. discipline. Ben voilà, si je faisais pas de compétition, j'aurais pas cet objectif-là au bout et toute la rigueur que je mets, la discipline que je mets tous les jours et toutes les semaines qui passent pour atteindre l'objectif-là en fait. Ouais, mais ça, c'est super intéressant et c'est ce que je dis à toutes mes coachées. Fixez-vous des objectifs, une deadline, ce que vous voulez précisément, pas dans le flou, je voudrais quelques tractions, non, combien, quand, même un objectif de changement physique aussi, hein, esthétique. Mais, et ensuite, tu mets en place un processus qui va t'y amener. Mais si tu n'as pas d'objectif en tête, bah, forcément, tu vas lâcher, quoi. Enfin, Mais ou tu vas mine pas de être rien, si rigoureuse. je pense que vouloir faire une compétition fixe davantage d'objectifs et même plus haut que ceux que tu pourrais te fixer si tu n'en faisais pas. Ouais, carrément. Genre là, je sais que en ce moment, je suis en train de discuter avec une fille de ma salle qui veut du coup s'y mettre, qui est voilà, typiquement un exemple de quelqu'un qui de base voulait pas parce que voilà, si elle gagne pas et qu'elle a pas ses chances ou que si, que ça, elle faisait pas. Et là, elle veut s'y mettre et en voulant s'y mettre, ben, faut que, en fait, juste pour se qualifier, tu vois, faut que j'essaie d'avoir les meilleures perfs possibles juste pour ça. Donc, il commence à vouloir engager beaucoup plus de s'engager encore plus dans l'entraînement, de s'impliquer encore plus, de vouloir des objectifs plus hauts que ce qu'elle aurait pu vouloir avant, parce qu'elle a cet objectif de compétition, déjà qualification, puis compétition et potentiellement bon, gagner parce que c'est quand même ce qu'elle veut en participant. Mais c'est des objectifs que de base, elle ne se fixerait pas. Ou même des choses toutes bêtes, tester est-ce que je serais meilleure sur une prise pronation ou supination attraction, des choses que de base elle ne testerait pas parce qu'elle n'a pas cet objectif d'avoir une perf, une charge très très haute à valider en compétition. Et c'est des objectifs qui se débloquent à ce moment-là, quoi. Et est-ce que tu peux nous faire part de tes moments difficiles que tu as été amenée à surmonter pendant ta carrière, peut-être toi en tant que femme ou voilà, en tant qu'individu Comme moment compliqué, je pense que bon, comme tout athlète, on passe par des blessures. Donc moi j'ai eu une blessure très très bête en allant à l'entraînement, j'étais sur mon téléphone dans les escaliers, je me casse la gueule. Donc voilà, en montant les escaliers, donc c'est-à-dire que mon genou tape dans le rebord de la marche. Donc là, fissure, ménisque, épanchement, je sais pas quoi, du liquide, enfin bref, mon genou en vrac. Et donc là on me dit bon, il va falloir faire des infiltrations tous les 3 mois. Mais quand tu fais une infiltration, c'est 1 mois sans s'entraîner derrière. Donc je leur ai dit merci, mais au revoir. Ce qui fait que ça fait plus de 2 ans maintenant que je travaille et que je m'entraîne avec une blessure dans le genou. Donc bon voilà, c'est pas pour rien que mon squat il est pas, c'est pas mon mouvement privilégié ou préférentiel ou peu importe. Et donc mais on va dire. t'as réagi comment quand on t'a dit ça? Tu t'es dit ah bah non, je vais pas vous écouter, je m'en fous, je vais quand même faire mon sport. Sur le coup, la première fois j'ai fait ma première infiltration, je l'ai faite, donc j'ai écouté ce qu'ont dit les médecins. Mine de rien, j'avais aussi le fait que le coach te pousse à te soigner avant de reprendre. Donc après, c'est 1 mois d'arrêt, du moins pour les jambes. Donc je peux toujours continuer le haut du corps, mais bon, les squats, c'est... ça compte, hein. Et surtout, c'est dans les 4 mouvements, donc faut le faire. Et surtout que ça amène beaucoup de points, parce que tu peux mettre beaucoup de kilos sur le squat. Par rapport à si tu as une faiblesse au muscle-up, ça va pas faire la différence, quoi. C'est ça. Et en fait, quand j'ai vu qu'au bout de 3 mois, la douleur revient et que ça sert à rien et que tu es condamné à faire ça toute ta vie, en fait, non, je vais juste apprendre à travailler avec mon genou, à le renforcer s'il faut, donc à faire du renforcement, etc. Puis, mine de rien, dans le streetlifting, on est équipé, donc on a le droit aux genouillères et ça masque quasiment toute ma douleur. Donc, même s'il y en a qui sont contre les équipements, moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à squatter et à aller sous une barre. Donc, c'est un peu les genouillères qui supportent tout pour mon genou. Ok, mais ça empire pas la douleur? Non, la blessure, je veux dire? Ça empire pas et je ne ressens pas de douleur du coup. Okay. C'est donc vraiment merci les genouillères et dès qu'on me les enlève, parce que je suis passée par là quand j'ai commencé avec mon nouveau coach, il m'a dit on passe en full row, donc sans équipement, et comme ça on reprend les bases. Ouais, mais du coup c'était combien la douleur là? 10 sur 10, et là, là 9. On peut mettre les genouillères? Non, ok. Mais en fait c'est pas une douleur ça peut pas empirer et ça va pas, c'est une douleur en fait, ça fait comme une inflammation, une brûlure et ça donne des coups de jus des fois, tu vois. Et tu peux rien y faire et ça partira pas et ça s'arrangera pas, donc soit tu apprends avec et petit à petit, finalement j'ai passé 2 mois sous une prog sans équipement et mine de rien plus ça allait et plus je renforçais mon genou et moi j'avais mal.
Donc au début, tu souffres, mais quand c'est des choses comme ça qui peuvent se renforcer, ben, ça finit par partir, quoi. Bon, maintenant, quand je remets les équipements, je suis bien contente, mais... Oui, oui, mais à côté des équipements qui masquent un petit peu la blessure, tu renforces à côté ton genou quand tu es sans équipement, quoi. Ouais. Après, j'ai toujours voilà, du renfort, on va dire, qu'il faut travailler les articulations, enfin, le genou, etc. Je faisais beaucoup de vélo à un moment, mais voilà. Donc ça va être l'une des mes plus grosses, on va dire, épreuves négatives que j'ai eues dans ma carrière. Sinon... Bah, du coup, on a parlé de la compétition, où il fallait que tu travailles ton mindset. Ouais, là, mon dernier échec, donc c'était il y a un mois. Donc là, vraiment, échec mental. Vraiment... Et tu as été motivée après ça de t'améliorer? Ça t'a foutu un Bah, bon là, coup au moi, ça a mental? été... j'ai appelé mon coach, je lui ai dit, là, il faut qu'on se discute. C'est là, on a parlé pendant 1 heure. Je lui ai dit, ça va pas. Plus de doute sur ça. Je veux faire ça. Et ça a été Ok, vraiment, on motivée règle alors. ça. Il faut que tu trouves n'importe quel moyen. Mais par exemple, pour le squat, il faut que je sois tout le temps rep, qu'il n'y ait pas de doute. Donc, fais-moi travailler quelque chose qui fait que j'aurai plus d'amplitude. Pour les dips, pareil, fais quelque chose pour qu'on règle mon problème d'asymétrie. Et voilà, c'est maintenant, il n'y a plus de problème, etc. À la fin de prépa, on sait qu'on est allé trop intense sur la poussée, sur les mouvements de poussée, c'est plus possible. Voilà, c'est même lui, ça apprend aussi. Voilà, un coach élève, c'est un binôme aussi. Il apprend aussi de ça. Tous les élèves ne réagissent pas pareil. Donc, il n'est pas tout seul dans le problème. Et je ne suis pas toute seule non plus. Mais je veux dire, C'est très important, j'ai grandement contribué à mon échec du fait de mon mental. Mais voilà, si j'arrivais plus confiante à l'entraînement parce que je me donnais, enfin à la compétition, si j'arrivais plus confiante parce que à l'entraînement je me donnais les moyens de l'être parce que je travaille sur mes points négatifs, il y aurait déjà beaucoup de choses que je me serais qui se seraient pas passées, quoi. Donc Ouais, mais ça c'est super important, la communication coach-athlète. Et aussi le fait d'être confiante pendant l'entraînement, d'augmenter ta confiance grâce à l'entraînement pour la compétition. Mm. Pour finir, dernière question, Margot, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux femmes que tu as appris ton parcours en streetlifting? Ouais. Déjà, honnêtement, je trouve que le streetlifting, c'est vraiment, en termes de mixité, c'est une communauté où il n'y a vraiment aucune différence. Je veux dire, on peut autant s'émerveiller pour une traction d'une femme à, je sais pas, 40 kilos qu'un homme qui va en tirer 100. C'est franchement tout le... je veux dire, la communauté se soutient et que ce soit homme ou femme, en fait, il n'y a vraiment aucune différence. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être une femme dans ce monde de brut, entre guillemets. Au final, en faisant du streetlifting, on est autant brut qu'eux. Hein, donc, bon, après, je parle en connaissance de... Fin, pour ma discipline à moi, mais il n'y a vraiment aucune différenciation et je me suis jamais sentie à l'écart ou différenciée parce que je suis une femme et je pense que personne ne le ressent dans ce domaine-là. Ok. Vraiment Tu personne. te sens à ta place Ouais, vraiment. Et puis même que ce soit streetlifting ou maintenant il y a par exemple des battles, enfin l'endurance, mais l'endurance de force, donc l'endurance lestée. Il y a un format qu'il y a eu il y a un mois où c'est des duos mixtes maintenant. Donc là, c'est hommes et femmes, un duo qui s'affrontent contre d'autres hommes et femmes. Et en fait, petit à petit, on commence à faire... Il y a même eu des duos streetlifting, en fait. Donc, un homme et une femme vont valider des perfs en streetlifting et c'est leur toto additionné qui va faire que. Et je trouve ça génial, en fait. C'est... Franchement... Ouais, ça rassure en tant que femme, même s'il y a peut-être plus de représentants masculins, oui. de se dire, bah, si je vais être reconnue à ma juste valeur, je vais pas trop me sortir à l'écart, si la communauté, elle est prête à t'accueillir, quoi. Puis mine de rien, bon, voilà, le streetlifting, ça fait 2-3 ans que c'est bien en place, mais je veux dire, les catés femmes, elles sont pas toujours remplies. Enfin, c'est encore en train d'évoluer. Les hommes, ils se bagarrent pour avoir leur place, tu vois. Les femmes, il y a encore de la place. Faut pas avoir peur de venir s'inscrire parce que mine de rien, le niveau, il est abordable. En fait, ça, c'est des discussions que j'ai avec des streetlifters, tu vois. Les hommes, des fois, on a l'impression qu'ils sont en train d'atteindre un palier où tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Mais les femmes, on a encore tout à faire. Je trouve qu'on a encore une marge de progression qui est énorme. En freestyle, c'est pareil. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, tu sais pas jusqu'où les performances féminines, elles vont aller encore. Voilà, moi, le street, on va dire, féminin, il est encore en cours de progression. Il y a encore une marge de progression qui est énorme. Et du coup, faut pas hésiter à venir en se disant que les bases sont déjà là, le niveau est déjà là et tout. Justement, c'est les femmes qui vont commencer à venir maintenant, qui vont progresser, enfin, qui vont venir et participer à la progression à venir. Et il y a tellement encore de choses à faire qu'il ne faut pas hésiter. Et, voilà, comme je disais, les compétitions, c'est formateur. C'est ça qui fait qu'on progresse, qu'on sait où sont nos points faibles. Et si on attend un jour de devenir parfait, mais en fait, on ne le sera jamais. Parce que c'est en arrivant le jour J qu'on va se rendre compte où est-ce qu'on n'est pas parfait, justement, et qu'est-ce qu'il y a à travailler. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter.
Et puis, je pense qu'on a choisi quand même. Enfin, la plupart des sports, quand même, je trouve, sont. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, je veux dire, il n'y a pas de problème de homme-femme, etc. Je pense que ce n'est pas quelque chose que j'ai subi, ou peut-être que je ne fais pas forcément attention, parce que mine de rien, j'ai quand même une mentale assez garçon. Et genre, je m'entends. Bah, en Ouais. soi, c'est ta réalité. T'as pas, Ouais, tu t'es voilà. pas senti mal à l'aise lorsque tu étais dans les parcs ou même pas dans les bien accepté compétitions, pendant les enfin. compétitions. Tu as été considérée, donc c'est Dans ton les expérience, compétitions, hein. voilà, si des femmes ne sont pas très à l'aise, je sais que des fois elles préfèrent s'entraîner entre femmes, c'est des choses toutes bêtes, mais on va dire que les femmes passent en général avec les femmes, donc vous allez vous échauffer entre femmes. Si c'est ça qui peut déranger, ben, en fait c'est conçu comme ça, et les femmes passent qu'avec les femmes, c'est pas un échange les hommes après une femme, après un homme, c'est voilà, c'est très très bien fait. Et les femmes, moi je me rappelle ma compétition de juin, c'est voilà, on s'échauffe tout en même temps, je te laisse quel poids, tu veux quoi, on a beau être adversaire, il y a vraiment pas eu de problème quoi, c'est. Bon, après, chacun est concentré comme il faut, mais au moment de l'échauffement, on est tous là, on est tous ensemble, et puis voilà, quoi. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Ok, eh ben c'était super intéressant, Margot. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi pour tes questions. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a motivé, les filles, peut-être à tester le street lifting. Margot, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Alors, bah, j'ai juste Instagram, du coup, c'est Margot AUX-du-bas et SNCHZ. Et c'est tout. J'ai pas de. Et puis, de toute façon, on te reverra sur les compétitions. Oui, D'autres objectifs à venir là. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être une prochaine interview. Merci encore Margot d'avoir participé à cette vidéo. Et ben, nous, on se dit à la prochaine. Salut! Et moi, aucun son. Je te regarde.